Bonjour, je suis Laura Grattarola-Stemfeld, je suis interne en psychiatrie dans le service du professeur Lançon, à la psychiatrie de liaison à la Timone. Dans le cadre des staffs hebdomadaires, j'ai travaillé sur les amputations et sur les approches utiles en psychiatrie. Alors, pour le plan, donc je vais vous présenter d'abord un cas clinique avant d'évoquer des généralités sur les amputations. Puis on parlera des risques psychologiques et psychiatriques associés, ainsi que les facteurs qui peuvent être protecteurs sur le plan psychique. Puis ça nous permettra d'introduire, d'évoquer la préparation psychologique préopératoire qui peut être faite dans ce cadre. Et puis on abordera plus précisément les douleurs post-amputation et les douleurs du membre fantôme, leur origine et leur traitement. Et puis, avant de conclure, on parlera de plusieurs situations particulières qu'on peut rencontrer en psychiatrie, notamment le syndrome de Munchausen, l'apotemnophilie, les amputations dans les troubles psychotiques et les amputations dans le cadre de douleurs chroniques. Alors, pour commencer, donc, le cas clinique, donc c'est Monsieur C qu'on a eu l'occasion de rencontrer à la psychiatrie de liaison à la Timone. Donc c'est un patient de 63 ans qui était hospitalisé en chirurgie pour une amputation transfémorale gauche réalisée dans le cadre d'un accident de la voie publique. C'est un patient divorcé qui a 2 enfants adoptés de 16 et 14 ans. À noter que sa fille de 14 ans nourrissait l'espoir de faire une carrière professionnelle dans le tennis. Le patient travaillait à la métropole Aix-Marseille Provence. Il avait une retraite très active et il était motard, passionné de moto depuis sa jeunesse. Au niveau des antécédents somatiques, il n'avait aucun antécédent particulier, il n'y avait pas de traitement au long cours. Au niveau des antécédents psychiatriques, ce qu'on pouvait retrouver, c'était un épisode dépressif passé dans le cadre d'un épuisement professionnel en fin de carrière. Il y avait eu à ce moment-là un suivi psychiatrique en libéral, mais très bref. Et puis, en ce qui concerne les toxiques, le patient donc, est tabagique actif et on peut noter une consommation occasionnelle d'alcool et de cannabis. Et puis, aucune allergie. Pour l'histoire de la maladie, donc fin janvier, le patient a un accident de la voie publique, moto versus véhicule léger à haute cinétique. Donc le patient est conducteur de la moto et sa fille de 14 ans est passagère. Tous deux ont été héliportés en réanimation pour polytraumatisme et tous deux ont été amputés. Donc une amputation transfémorale pour le patient et une amputation transtibiale pour sa fille. Pour le patient, on peut noter donc 2 semaines de réanimation et puis une infection positive à la Covid-19. Cliniquement, ce qu'on pouvait retrouver, donc c'était la présence initiale d'épisodes confusionnels avec des hallucinations. On retrouvait également une humeur labile avec des fluctuations émotionnelles. Par ailleurs, pas d'idées noires, une absence d'anxiété particulière et un sommeil globalement correct, malgré la présence de quelques cauchemars. On pouvait également noter une ambivalence avec à la fois une banalisation des séquelles de l'accident et puis tout de même une projection dans sa propre rééducation et dans l'accompagnement de sa fille. Et puis, à noter chez ce patient une certaine rigidité de la pensée. C'était un patient qui s'était beaucoup construit autour de principes, à la fois lui dans sa vie personnelle, professionnelle, et puis également dans l'éducation de ses enfants. En ce qui concerne le traitement, donc à ce moment-là, quand on le rencontre, le patient est sous perfalgan, il a une prescription de Lyrica 100 mg par jour, et puis une prescription d'Atarax 25 mg le soir, en si besoin. Et puis il avait également il y avait du Risperdal qui avait été prescrit en réanimation et qui était actuellement arrêté en chirurgie. Le motif de la demande que nous font du coup les chirurgiens, donc c'est une aide sur le plan thérapeutique devant les épisodes confusionnels et puis un accompagnement psychologique dans le contexte traumatique. Ce qu'on fait du coup comme adaptation thérapeutique, donc c'est une augmentation du Lyrica à 300 mg par jour, donc en 3 prises. On reprend pendant quelques jours en fait le Risperdal à 1 mg
devant la persistance des épisodes confusionnels qui vont assez rapidement s'amender. Et puis, le patient refuse l'introduction d'un traitement antidépresseur qu'on avait discuté devant les fluctuations émotionnelles, mais il reste cependant ouvert à la discussion. Voilà pour le cas clinique. En ce qui concerne les généralités, du coup, donc, il y a à peu près 100 à 150 000 amputés en France, avec environ 8 000 amputations de membres inférieurs par an. Les causes sont principalement vasculaires pour 85 à 90% et traumatiques pour 10% des cas. Principalement, donc, ce sont des accidents de la voie publique et des accidents du travail. Les amputations sont dites majeures quand elles sont réalisées au-dessus du carpe pour le membre supérieur, ce qui est relativement rare dans le contexte civil, c'est plutôt pour les militaires. Et puis, elles sont dites majeures quand elles sont réalisées au-dessus de la cheville pour le membre inférieur. Le choix du niveau chirurgical d'amputation, ça va être un compromis entre le potentiel de cicatrisation, la préservation de l'autonomie du patient et le protocole d'appareillage. Et ce niveau chirurgical, il doit être le plus distal possible. Et puis donc ce qu'on peut dire à propos des amputations, c'est qu'elles ont des conséquences à la fois physiques, psychologiques et psychiatriques, économiques et socio-professionnelles. En ce qui concerne donc les risques psychologiques et psychiatriques tout d'abord, au niveau des mécanismes psychologiques qu'on va pouvoir observer, donc il va y avoir une perturbation majeure de l'intégrité corporelle avec une altération de l'image de soi, un sentiment d'anéantissement. On va également observer les différentes étapes du deuil pour permettre la construction d'une nouvelle image corporelle. Et puis, on va observer une diminution des activités quotidiennes et une altération de la qualité de vie. Ce qu'on peut dire également, c'est que les amputations sont réalisées le plus souvent en urgence, ce qui va engendrer un retentissement plus important que celui d'une chirurgie programmée, car l'initiation en fait, des phases du deuil est impossible dans le contexte de l'urgence. Et effectivement, il a été observé dans une étude un risque significativement plus important de réaction de perte pathologique par rapport à la population générale. Donc, on peut faire l'analogie avec ce qu'on appelle le deuil complexe persistant lors d'un décès d'un proche, ouais, avec une prévalence de 39% donc, de cette réaction de perte pathologique. Et les facteurs de risque associés à ce risque, donc c'est une absence de tentative de replantation, une amputation isolée du pouce ou de plusieurs doigts, une imperfection esthétique subjective ou le sentiment d'être mutilé notamment. Ensuite, on a l'anxiété et la dépression. Donc, ce qui a été retrouvé, c'est une prévalence élevée de ces deux troubles chez les amputés post-traumatiques, notamment dans une revue qui compile 6 études pour l'anxiété avec plus de 1200 patients. On retrouve des chiffres de 25% à 57% d'anxiété. Et puis, sur 9 études sur la dépression, qui inclut plus de 2600 patients, les chiffres retrouvés pour la dépression sont de 20 à 63%. En revanche, on n'a pas de données prospectives fiables sur ces prévalences au-delà de 2 ans de suivi. Les facteurs de risque identifiés dans ce cadre-là, donc c'est l'âge jeune et puis une anxiété et une dépression existante en préopératoire. En ce qui concerne le traitement de la dépression, l'idée c'est de privilégier notamment l'amitriptyline et la duloxétine qui font partie de l'arsenal thérapeutique des douleurs neuropathiques, bien que leur efficacité demeure inconstante. Donc ça voilà, c'est les recommandations d'une étude de 2019. On retrouve également un risque de troubles de stress post-traumatique, bien évidemment, avec les facteurs de risque identifiés, donc les causes traumatiques à l'amputation ou un contexte d'agression collective, d'attentat ou de guerre. La Société française des anesthésistes et réanimateurs a observé que la kétamine pourrait prévenir les états de stress post-traumatique si elle est administrée précocement dans le cadre d'une analgésie préhospitalière. En cas de traumatisme récent ou de troubles de stress post-traumatique, ce qu'on peut dire, c'est que les benzodiazépines sont inefficaces et contre-indiquées.
Il y a une méta-analyse récente qui compile 18 études avec plus de 5200 patients qui ont été inclus. Et en fait, des risques spécifiques ont été observés dans l'utilisation en fait, des benzodiazépines dans ce cadre-là, avec plusieurs conséquences, notamment une gravité du trouble de stress post-traumatique plus importante, un risque significativement accru de développer un trouble de stress post-traumatique après un traumatisme récent, de moins bons résultats en psychothérapie, une agressivité, une dépression et également un mésusage de substances. En ce qui concerne donc les facteurs protecteurs sur le plan psychique, il y a effectivement des facteurs qui vont être associés à un meilleur ajustement face à la situation, notamment un entourage social étayant, un haut niveau de coping. Donc le coping, ce sont les stratégies qui vont être mises en place pour faire face au stress. Un appareillage précoce réussi, un niveau d'amputation distale et un faible niveau de douleur chronique. Et puis lorsqu'elle est possible, une intervention psychologique en période préopératoire va être associée à une adaptation post-opératoire moins difficile. Et enfin, ce qui a été observé, c'est qu'en post-opératoire, le sport a un effet bénéfique sur le bien-être psychologique, sur la réintégration sociale et sur le fonctionnement physique. Et que cet effet est particulièrement observé chez les personnes jeunes avec une amputation transtibiale unilatérale. Ce qui nous permet d'espérer que pour la fille de notre patient, son implication dans la vie sportive et notamment le handisport, puisque c'est ce qu'elle souhaitait, c'est ce qu'elle avait émis comme souhait à la fin au cours de l'hospitalisation, ça puisse améliorer son pronostic. Donc tout ça, ça nous permet de proposer une préparation psychologique préopératoire qui va être au mieux donc réalisée par un psychiatre ou un psychologue, au cours de laquelle on va valoriser les stratégies de coping antérieures, anticiper les implications pratiques, alors au niveau professionnel, dans la vie de loisirs, dans le mode de vie. Il va être important d'évoquer, de légitimer les peurs non exprimées spontanément, notamment autour de la mort, de la mutilation, du rejet, de la sexualité. Il va falloir identifier un éventuel trouble dépressif ou trouble anxieux préexistant. Il sera important aussi d'impliquer l'entourage familial et de fournir des informations sur la chirurgie, l'appareillage, la rééducation, etc. Et puis, ce qu'on peut dire de la position du soignant face au patient à ce moment-là, c'est qu'elle doit être honnête et sans faux optimisme. Alors, en ce qui concerne les douleurs post-amputation, elles ont une double composante, à la fois nociceptive et neuropathique, ce qui en fait un syndrome douloureux complexe, polyfactoriel, et qui va être difficile à prendre en charge. Il y a 3 types de douleurs, les douleurs de moignon, les douleurs du membre fantôme et les douleurs lombaires, notamment après une amputation unilatérale. Voilà, on va pouvoir observer des douleurs lombaires dues à des attitudes vicieuses ou des positions compensatrices, qui vont être du coup plus importantes que dans la population générale. Les facteurs de chronicisation de la douleur qui ont été identifiés, donc ça va être l'intensité de la douleur préopératoire, une surconsommation d'opioïdes, donc notamment dans le cadre de troubles liés à l'usage de substances, une double amputation, des reprises chirurgicales multiples et une anxiété ou une dépression préopératoire. Et puis, du coup, le guide phare lui propose qu'une analgésie multimodale en préhospitalier, donc avec du paracétamol, de la morphine, de la kétamine et du méopa, pourrait réduire le risque de douleurs chroniques post-opératoires. En ce qui concerne plus précisément, du coup, les douleurs du membre fantôme, elles ont été décrites pour la première fois au XVIe siècle par Ambroise Paré. Elles sont également connues sous le nom d'algo-hallucinoses et elles correspondent à des sensations extéroceptives ou proprioceptives à type de broiement, de décharge électrique, de torsion, de brûlure. Et elles vont être d'intensité, de durée et de fréquence variable. Elles sont présentes chez 80% des patients à J7 et chez 70% des patients à 6 mois. Une diminution de l'intensité et de la fréquence est possible avec le temps, mais elle est non systématique, ce
qui fait des douleurs du membre fantôme un véritable défi en termes de traitement. Elles sont de nature neuropathique avec une origine à la fois périphérique et centrale. Alors périphérique au niveau du moignon parce qu'il va y avoir la formation de névromes. Les névromes, ce sont des développements aberrants de fibres nociceptives dus à l'inflammation au niveau de nerfs sectionnés. Et puis une origine centrale à la fois médulaire et cérébrale. Et puis, donc, ces douleurs du membre fantôme, on les dépiste précocement en post-opératoire au moyen du score DN4, donc, qui est le score de dépistage des douleurs neuropathiques. Et le score sera positif s'il est supérieur ou égal à 4 sur 10. Alors, en ce qui concerne l'origine des douleurs du membre fantôme, au niveau cérébral, ce qui a été observé lors d'études par IRM fonctionnel, c'est que dans la région en fait représentant la partie du corps amputée dans le cortex somatosensoriel primaire, donc l'aire qu'on appelle S1, cette région va être privée de ses afférences primaires et qu'on va avoir une modification de l'organisation somatotopique qui est également appelée remapping. Ce remapping, en fait, il va être causé par un démasquage de connexions qui sont normalement inhibées en temps normal. Ça correspond en fait à une plasticité cérébrale inadaptée, c'est-à-dire que d'autres parties du corps vont venir occuper les zones correspondant à la partie amputée et que du coup les stimulations tactiles et proprioceptives dans ces zones vont s'exprimer sous forme de sensations ou de douleurs du membre fantôme. On a également d'autres facteurs qui peuvent potentiellement avoir une influence dans ce remapping, c'est notamment l'utilisation d'une prothèse, l'utilisation compensatoire du membre intact, etc. Pour expliquer un petit peu, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous expliquer, on peut regarder ce schéma, notamment le schéma B. La partie en bleu, ça correspond à la zone qui est activée lors de la stimulation de la main intacte. En supposant que le patient est amputé d'une main, la zone bleue, c'est la stimulation, la zone activée lors de la stimulation de la main intacte. La zone verte va correspondre à la stimulation de la lèvre du côté de la main intacte. Les zones vertes et bleues ne se superposent pas. Et on a la zone rouge qui correspond à la stimulation des lèvres du côté de la main amputée. Donc, c'est-à-dire du côté de l'hémisphère qui est privé des afférences de la main. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la zone des lèvres, la zone rouge, va venir empiéter sur la zone bleue, la zone des mains. Et qu'en fait, plus cette distance entre la zone rouge et la zone bleue va être faible, donc là on peut se référer au schéma C à droite, plus cette distance va être faible, donc en ordonnée, plus l'intensité des douleurs du membre fantôme va être importante en abscisse. Et puis, donc, dans l'origine des douleurs du membre fantôme, il y a également des facteurs psychologiques et psychiatriques qui ont été identifiés, notamment le stress, la catastrophisation et l'altération de la perception du corps qui peuvent constituer des cibles thérapeutiques potentielles. On va pouvoir également parler de l'anxiété et de la dépression, mais qui, elles, ce qui a été observé dans des études, c'est qu'elles seraient faiblement associées à l'apparition des douleurs du membre fantôme et que leur contribution dans les stades ultérieurs de la douleur serait plus faible que dans d'autres types de douleurs chroniques. Et puis, ce qui a été également soulevé, notamment dans un mémoire de psychologie, il y a d'autres facteurs donc, qui ont été identifiés, notamment un âge avancé, une dramatisation, une rigidité de la pensée, donc comme on avait chez notre patient, une tendance à attribuer la cause des événements aux autres ou à la chance, une pauvreté du soutien de l'entourage et une insatisfaction vis-à-vis de cet entourage, et puis également quelque chose qui était appelé dans ce mémoire la confiance en soi compulsive, c'est-à-dire ne pas vouloir dépendre des autres, et l'idée c'était que le prix à payer, dans cette idée de ne pas vouloir dépendre des autres, le prix à payer c'était la douleur.
Pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire à propos du remapping et de l'origine des douleurs du membre fantôme, on peut regarder ce schéma qui paraît un petit peu compliqué, mais qui résume pas mal tous les facteurs qui peuvent intervenir. Donc, notamment pour commencer, à gauche, les éléments en douleur en lien avec la douleur elle-même. Également des variables cognitives, donc notamment l'attention, la mémoire, etc., qu'on sait avoir une influence sur le vécu de la douleur. Également des déterminants au niveau affectif, donc ce qu'on a dit, la dépression, l'anxiété, etc. Tout ce qui va toucher au niveau des changements au niveau perceptif vont également avoir une influence sur les douleurs du membre fantôme. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'utilisation d'une prothèse, l'utilisation du membre intact, etc. En ce qui concerne donc le traitement des douleurs du membre fantôme, il y a une étude qui a recensé tous les traitements qui pouvaient être utilisés, donc notamment les traitements pharmacologiques, donc les antagonistes aux récepteurs NMDA, les opioïdes, les antidépresseurs, les antiépileptiques, les injections botuliques, des hormones comme la calcitonine et puis des antidépresseurs, notamment le propranolol, la nifedipine et la clonidine. On retrouvait également des traitements de réhabilitation, donc comme la thérapie cognitivo-comportementale, l'hypnose, la thérapie miroir. Alors la thérapie miroir, ça consiste en fait à restaurer le contrôle inhibiteur sur voilà, des connexions qui se mettent en place au niveau cérébral, à restaurer ce contrôle inhibiteur par des modalités somatosensorielles et visuelles. Ça va avoir un effet sur le remapping. On trouve également l'EMDR, la réalité virtuelle, qui est un petit peu l'alternative high-tech à la thérapie miroir, et puis également les massages, l'acupuncture, etc. Et puis au niveau des traitements chirurgicaux, on pouvait retrouver à la fois de la neuromodulation, donc notamment la stimulation, la neurostimulation électrique transcutanée, et puis la stimulation transcrânienne magnétique répétitive. Et puis également des techniques de reconstruction, notamment de résection des névromes, de réinnervation musculaire ciblée. Donc ça, l'idée, c'est de prendre un nerf qui a été sectionné et qui est douloureux et de le réimplanter en fait dans un muscle. Ça, ces traitements chirurgicaux, l'idée, c'est de les proposer uniquement si le traitement conservateur a échoué, car leur efficacité reste incertaine. Alors, pour reprendre un petit peu toutes les classes de traitement, pour commencer, donc les traitements pharmacologiques, il y a une étude, une revue qui a recensé 14 essais cliniques randomisés pour lesquels il y avait des petites tailles d'échantillons et qui avaient pour critère de jugement principal l'intensité de la douleur. Donc, ce qui était observé, les résultats qui étaient observés dans cette étude, donc c'était que la morphine, qu'elle soit utilisée per-os ou en IV, en intraveineux, était efficace par rapport au placebo. Les antagonistes des récepteurs au NMDA, donc notamment la kétamine et le dextrométhorphane, ainsi que la mémantine. Donc là, on retrouvait des effets analgésiques avec la kétamine et le dextrométhorphane, mais pas avec la mémantine. Ce qui était également observé, donc, c'était des résultats variables avec la gabapentine, donc le neurontin, mais les résultats restaient quand même en faveur de son utilisation. On avait également des résultats contradictoires avec la calcitonine et les anesthésiques locaux. La benzatropine, donc qui est un anticholinergique utilisé dans la maladie de Parkinson, et l'amitriptyline ressortaient non efficaces. Et puis on n'avait pas non plus d'efficacité de la toxine botulique A par rapport à la lidocaïne ou la méthylprédnisolone. Ce que propose au niveau pharmacologique le guide SPAR, donc les anesthésistes réanimateurs, c'est l'utilisation à la fois d'antalgiques classiques, donc des opioïdes systémiques et des coantalgiques, des anti-hyperalgésiques, donc la kétamine à faible dose et des gabapentinoïdes, donc qui regroupent deux molécules, la gabapentine, donc le neurontin, qui peut être utilisé en prémédication opératoire puis en post-opératoire. Donc, en général, c'est 300 mg par jour
puis 900 mg par jour à J4, avec une augmentation si besoin à 1,8 g par jour à J7, tout en sachant que la dose maximale reste de 3,6 g. Et puis l'autre molécule, donc c'est la prégabaline, le Lyrica, qui est également en fait un traitement de première ligne avec un début en général à 150 mg par jour, avec une utilisation à demi-dose au-dessus de 65 ans, avec un doublement de la posologie à J7. Globalement, les posologies efficaces sont entre 300 et 600 mg par jour. Et puis ce qui est quand même soulevé, c'est qu'on a plus d'effets secondaires avec la prégabaline qu'avec la gabapentine. Et puis, en ce qui concerne l'anesthésie régionale et loco-régionale, le guide phare disait qu'elle était remise en question, qu'il y avait des essais cliniques qui étaient en cours. Concernant le cas particulier de la prégabaline, en fait, on a observé au cours des dernières années une augmentation du mésusage de cette molécule, essentiellement dans un contexte de polyconsommation de substances psychoactives avec des risques spécifiques qui sont associés à cet usage détourné, notamment que le Lyrica pourrait augmenter le risque de dépression respiratoire et de décès liés aux opioïdes en diminuant en fait le seuil de tolérance. Il y a donc eu une nouvelle recommandation de l'ANSM et donc à partir du 24 mai 2021, la durée de prescription de la prégabaline sera limitée à 6 mois et nécessitera une ordonnance sécurisée. Voilà, donc l'idée c'est désormais de privilégier l'utilisation de la gabapentine, donc le Neurontin. En ce qui concerne les autres traitements, on a une revue qui a compilé 10 essais contrôlés randomisés, publiés au cours des 5 dernières années, avec également là des faibles échantillons. Les traitements du coup chirurgicaux et de réhabilitation qui étaient étudiés dans cette revue, donc c'était la réinnervation musculaire ciblée, la RTMS, les exercices imaginaires du membre fantôme, donc ça c'est faire des exercices imaginaires par la pensée pour mouvoir en fait le membre fantôme. Également la thérapie par miroir, la réalité virtuelle et augmentée et le MDR. Et ce qui était du coup observé dans cette revue, c'est qu'aucun de ces traitements n'était systématiquement meilleur que le traitement contrôle. Ce qui était du coup soulevé, c'est que en fait, on observe des multiples mécanismes inter- et intra-individuels à l'origine des douleurs du membre fantôme. Or, les traitements ciblent en général un seul mécanisme, d'où leur efficacité inconstante. Voilà, pour évoquer plusieurs situations particulières autour de l'amputation qu'on peut rencontrer en psychiatrie, on peut d'abord évoquer le syndrome de Munchausen, qui est un trouble factice avec une production ou une feinte intentionnelle de signes ou de symptômes physiques ou psychologiques en l'absence d'intérêt économique. Ce syndrome va toucher davantage les femmes. On va observer également un taux de suicide élevé. Dans la littérature, il y a un cas qui a été rapporté d'un jeune homme hospitalisé de façon récurrente pour un ulcère cutané chronique et une ostéomyélite des membres inférieurs qui ont conduit à l'amputation de la jambe gauche. Et en fait, ce patient a été surpris par une infirmière pendant l'hospitalisation en train de s'injecter de l'eau de javel dans les plaies. Et ce qui a été mis en évidence du coup par l'examen psychiatrique et les échelles réalisées, c'est que ce patient avait un fonctionnement psychotique. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que si les signes sont peu compatibles avec les étiologies habituelles, si l'histoire de la maladie est peu claire, si le nombre d'hospitalisations est élevé en dehors de comorbidités somatiques identifiées, il faut demander une consultation psychiatrique et évoquer ce syndrome. Je vais juste vous montrer sur la diapo suivante la photo de la plaie de ce patient, qui n'est pas très jolie. Voilà. En fait, c'est juste pour vous dire que ce qui était soulevé par les auteurs, c'était l'extrême netteté des bords de la plaie et puis cette couleur verte de la plaie, en fait, qui les ont alertés parce que c'était pour eux, ça n'évoquait aucune étiologie habituelle d'ulcère.
La deuxième cause, la deuxième situation qu'on peut rencontrer dans ce cadre-là en psychiatrie, c'est l'apotemnophilie, également appelée xénomélie ou syndrome du membre étranger, qui était auparavant nommé trouble identitaire de l'intégrité corporelle, dans laquelle on va retrouver un sentiment chez un individu qu'un membre de son corps ne lui appartient pas, avec un fort désir d'amputation. Ce syndrome est prédominant chez les hommes et c'est la jambe gauche qui est principalement concernée. Je vais vous expliquer pourquoi, ce qui a été émis comme hypothèse à ce sujet. Et puis, donc il y a une revue qui a rapporté les cas de 15 hommes ayant le désir irrépressible de se faire amputer d'une ou des deux jambes avec un sentiment d'étrangeté du membre présent depuis la petite enfance. Et chez ces patients-là, les examens neurologiques et les tests neuropsychologiques étaient normaux et on ne retrouvait pas de troubles psychotiques. Donc, des études, des IRM ont été faites chez ces patients pour observer un peu ce qui se passait au niveau cérébral. Ce qui a été observé, c'est que dans l'hémisphère droit de ces patients, on retrouvait une épaisseur corticale réduite dans le lobe pariétal supérieur et une surface corticale réduite dans les aires S1 et S2, le lobe pariétal inférieur et le cortex insulaire antérieur. Et en fait, toutes ces anomalies, enfin les zones dans lesquelles des anomalies étaient retrouvées, ces zones-là, elles constituent le réseau qui est impliqué dans la conscience de soi. Et cette latéralisation du coup des anomalies à droite, elle peut expliquer pourquoi ce sont les membres gauches qui sont principalement concernés. Cette latéralisation, cette asymétrie, en fait, elle est en lien avec le fait que l'hémisphère droit supporte une représentation bilatérale du corps et de l'espace, au contraire de l'hémisphère gauche. Et on peut faire une analogie avec le syndrome d'Anton-Babinski, qui est principalement retrouvé dans le cas d'un AVC droit, avec des atteintes du côté gauche de l'espace et du corps. Donc notamment avec l'héminégligence, l'hémiasomatognosie et l'anosognosie de l'hémiplégie. La question qui était quand même soulevée dans cette étude, c'était est-ce que les altérations structurelles qui sont retrouvées sont la cause ou la conséquence du décalage ancien entre le corps et le soi? Et cette question restée en suspens. D'autres études doivent être faites à ce sujet. La troisième situation qu'on peut retrouver, c'est les amputations dans les troubles psychotiques. Donc, il y a notamment une revue qui a compilé 16 cas d'amputations auto-infligées d'un membre supérieur. Donc, sur ces 16 patients, il y a un patient qui est décédé. Sur les 15 autres, il y en a 10 autres qui présentaient des éléments psychotiques, soit dans le cadre de troubles de l'humeur, donc troubles dépressifs unipolaires ou troubles bipolaires, soit dans le cadre d'une schizophrénie. Il y a un syndrome un peu plus spécifique qui est retrouvé dans ce cadre-là, qui s'appelle le syndrome de Klingsor et qui, lui, correspond à la mutilation ou l'amputation pénienne auto-infligée, qui s'inscrit en fait dans le cadre d'idées délirantes de thématiques mystiques, avec ou sans injonction hallucinatoire. Et puis, pour finir, la dernière situation que l'on peut retrouver en psychiatrie, ça va être une demande d'amputation en dehors de tout trouble psychiatrique, dans le cadre de douleurs chroniques intenses et invalidantes, résistantes au traitement proposé. Donc ça, c'est une situation qu'on peut effectivement retrouver en psychiatrie de liaison, être appelé par des services pour ce genre de situation, notamment dans le cadre du syndrome douloureux régional complexe, aussi appelé algoneurodystrophie, qui associe des douleurs continues, un enraidissement progressif et des troubles vasomoteurs. Ce syndrome, il survient principalement après un traumatisme ou une chirurgie, qui peut être même minime. L'évolution est spontanément favorable le plus souvent, mais elle peut être très prolongée dans 5 à 10% des cas. Et certains patients en viennent à solliciter une amputation devant la résistance des douleurs au traitement et le handicap associé.
Pour conclure, du coup, donc sur ce sujet des amputations, ce qu'on peut dire, c'est ça va nécessiter une approche pluridisciplinaire précoce, donc qui va impliquer un chirurgien, un anesthésiste réanimateur, la médecine physique et de réadaptation, et puis un psychologue, pour favoriser la récupération fonctionnelle, limiter la chronicisation des douleurs et le retentissement psychologique à long terme. Il va être important d'identifier précocement les patients à risque de douleurs chroniques post-opératoires et initier une prise en charge psychologique précoce. En ce qui concerne le choix des traitements, il va être basé sur les caractéristiques du patient, les comorbidités et les profils d'effets secondaires. L'idée, ça va être d'associer des traitements pharmacologiques, donc principalement morphine, kétamine, gabapentine, qui vont être efficaces surtout à court terme, et puis du coup d'autres thérapies également. Il va être important donc que le patient et son entourage puissent être impliqués dans la prise en charge. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être important d'intégrer une activité physique régulière dans les programmes de réadaptation, devant du coup l'effet bénéfique du sport. Voilà ma bibliographie. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.